on va passer d'une agriculture de connaissances parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. De donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition et j'abonde. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Bonjour à tous, je suis Marion Lemonnier et en partenariat avec La Ferme Digitale, je vous présente le premier épisode de Culture Agri, le podcast sur l'innovation agricole. Pour écouter de manière optimale cet épisode, vous pouvez l'accompagner d'un verre de vin puisque j'ai eu le plaisir d'échanger avec Loïc, le fondateur de Les Grappes, marketplace de vin en direct producteur, mais pas que. Pourquoi Loïc ? Parce que lancer une start-up dans le secteur viticole réputé comme étant assez averse à l'innovation, ça suppose de relever de sacrés défis. Bonne écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, cela nous encouragera à continuer de vous proposer d'autres épisodes dans les prochaines semaines. Donc bonjour Loïc et merci de nous accueillir dans tes locaux. Je suis vraiment contente de débuter ce podcast avec toi parce que c'est le premier qu'on réalise en partenariat avec La Ferme Digitale. Et donc merci pour ta confiance aussi que tu nous accordes aujourd'hui. Moi personnellement ça fait hyper longtemps que je suis le développement de ta start-up Les Grappes. J'ai du coup vraiment hâte aussi d'en apprendre plus sur le milieu du vin qui est peut-être le milieu que je connais le moins dans l'agriculture et qui est souvent assez à part en fait quand on parle d'agri. Donc pour commencer peut-être, est-ce que tu peux juste te présenter en 3 minutes et nous présenter les grappes, la phrase des grappes ou je sais pas. Avec plaisir. Donc tout d'abord merci pour cette invitation. Je suis donc Loïc Tanguy, j'ai 38 ans et je suis donc le fondateur de Les Grappes. Les Grappes se positionnent comme un circuit court de vin de vigneron. Avant de lancer Les Grappes, moi j'ai auparavant cofondé une société dans l'artisanat d'art qui était en fait une société, donc on a racheté les artisans d'art avec l'objectif de créer des synergies commerciales et marketing entre les acteurs. Et le but c'était de valoriser les savoir-faire d'artisans exceptionnels. Donc il y avait un maître verrier, un ébéniste d'art, un ferronnier d'art. Voilà, donc ça c'était une aventure que j'ai portée pendant 4 ans. Et avant, non, rien à voir, j'étais dans une société informatique, donc on va dire un peu moins glamour comme projet, mais je me suis néanmoins bien éclaté dans cette entreprise. Ok, chouette. Les Grappes, donc on a lancé ce projet il y a maintenant 5 ans avec une ambition simple, c'était de rapprocher les vignerons des consommateurs. Partons d'un constat assez simple aussi, c'est que c'était difficile d'acheter du vin en direct des vignerons récoltants. Donc on a créé ce qu'on a appelé une place de marché communautaire. Donc place de marché, on a levé les barrières à l'achat de vin en direct des vignerons avec un modèle logistique pour commander du vin dès 3 bouteilles et une plateforme communautaire pour que les gens puissent déposer des avis, poser des questions aux vignerons et donc échanger avec le vigneron et choisir leur vin au travers des avis de la communauté. Donc on a démarré avec cette ambition-là et cette volonté-là il y a maintenant 5 ans et depuis on a connu quelques développements et de nouvelles activités. Voilà. On va voir que ça se développe pas mal. Donc toi j'imagine que pour monter Les Grappes, t'es un peu un passionné de vin. Du coup ma première question c'était un peu d'où ça t'est venu. Est-ce que t'es du milieu viticole ou pas du tout, d'où ça sort cette passion du vin? Alors je viens pas du tout du milieu du vin, mes parents sont pas vignerons, mes grands-parents non plus. En revanche il y a une vraie passion familiale qui nous a été transmise par notre père, où je pense comme dans pas mal de familles. Et moi ça fait depuis que j'ai 20 ans que j'achète des bouteilles et donc que je constitue ma cave depuis que j'ai 20 ans. Mais aujourd'hui je suis pas pour autant expert et j'assume et c'est on va dire la passion pour le produit sans être un expert absolu. Il y a des gens dans la boîte aujourd'hui qui sont 1000 fois plus compétents que moi, qui ont développé plus d'expertise. Moi ce qui m'intéresse dans ce produit c'est que c'est un produit du terroir qui a du sens, qui est fait par des hommes et aussi synonyme de convivialité. Voilà, donc okay. Passion transmise par la famille. Et effectivement, il faut aussi savoir s'entourer. Parfois, on ne peut pas être expert sur tous les sujets et c'est aussi peut-être parfois plus important de savoir s'entourer des bons experts dans chaque domaine plutôt que d'essayer de tout savoir soi-même, quoi. Surtout sur le vin qui est un produit effectivement éminemment
complexe et compliqué. Et effectivement, il y a aujourd'hui des gens qui viennent plus de ce milieu-là et qui aussi ont développé leur expertise au travers des centaines ou milliers de dégustations qu'ils peuvent faire tous les ans. C'est sûr. Du coup, tu le racontais juste avant de fonder les grappes, effectivement, tu étais dans l'artisanat. Du coup, pour toi, l'artisanat, c'est un peu le fil conducteur finalement de ta carrière pro. Qu'est-ce qui rejoint un vigneron d'un artisan? Pour toi, c'est quoi le point commun entre les deux? Bon, en tout cas, ce qui m'anime dans ces deux projets, c'est la valorisation de savoir-faire qui sont différents, mais ce sont des personnes qui sont passionnées par leur boulot, passionnées par ce qu'ils font, passionnées par l'aventure qu'ils portent. Et donc le fil conducteur ou directeur entre ces deux projets-là, c'est évidemment d'avoir du plaisir à accompagner des gens qui ont des super produits, des super savoir-faire et qui ne sont pas toujours bien en mesure ou bien accompagnés pour les valoriser. Voilà. Donc chez Fort Royal, l'objectif c'était vraiment d'accompagner ces entreprises-là en portant la distribution et sur les grappes, c'est d'accompagner des vignerons pour les accompagner vraiment dans la distribution digitale. Ok, ça marche. Et on reviendra juste après du coup sur vraiment les grappes en tant que telles. Mais j'ai vu du coup dans mes recherches un peu que tu t'impliquais aussi beaucoup en fait dans d'autres sociétés, que tu avais des parts dans d'autres sociétés, que tu étais investisseur, que tu étais au board, etc. Ou dans des associations tech comme la Ferme Digitale ou WineTech. Qu'est-ce que tu retires toi aujourd'hui de ces expériences? Pourquoi tu t'impliques autant aussi dans d'autres sociétés et qu'est-ce que ça t'apporte en fait? J'aimerais le faire encore plus que je ne le fais aujourd'hui. Après, c'est une question de temps et pour investir aussi d'argent. J'ai eu l'opportunité d'investir dans une super boîte. J'ai eu beaucoup de chance, ça s'appelle Drivey, qui a été revendue l'année dernière à Gatorand. J'ai effectivement investi à l'époque chez Fort Royal et je me suis impliqué dans deux associations. La Ferme Digitale, dont on aura peut-être l'occasion d'en parler ensuite, et la WineTech qui vient de se structurer. Le bureau vient de se créer, et donc j'ai été élu trésorier. Ce qui est important, surtout au-delà des mandats et des rôles, c'est de s'impliquer pour des associations, en tout cas des projets qui permettent de porter la parole et de faire mieux connaître nos entreprises. Et moi, la frustration que j'ai en tant qu'entrepreneur digital dans le vin, c'est qu'effectivement, je trouve qu'on parle trop peu d'innovation au sein de la filière et j'ai vraiment considéré que la Ferme Digitale était un super acteur pour promouvoir le digital, pour promouvoir l'innovation, pour faire parler des agriculteurs et des viticulteurs. Et la WineTech, là sur un sens vraiment focusé et concentré sur le vin, c'est effectivement la même ambition. Après sur la partie investissement, je pense que c'est vraiment intéressant quand on est entrepreneur, qu'on est tête dans le guidon, de pouvoir effectivement s'inspirer du fonctionnement et de voir comment ça se passe dans d'autres boîtes. J'ai un de mes investisseurs qui s'appelle Renaud Guilherme qui, lorsqu'il avait fondé Vide Racing, avait investi dans une quinzaine de sociétés comme ça et m'avait expliqué qu'à l'époque, effectivement, c'était vraiment un de ses vrais poumons de pouvoir aller citer au bord des autres boîtes pour voir comment ça se faisait parce qu'effectivement, ça permet de sortir un peu la tête de l'eau, quoi. Ouais, d'apprendre plein de trucs et d'être face à d'autres problématiques où tu peux te dire ah tiens, moi peut-être que demain j'aurai ce problème-là aussi et comment je vais l'adresser, quoi. Exactement, il va y avoir des problématiques de structuration d'entreprise qui vont plus ou moins vite, donc c'est hyper riche, quoi. Ok, ça marche. Du coup, maintenant on va parler un peu plus effectivement de la boîte des grappes. D'ailleurs, on dit pas, ça se dit pas des grappes. Tu insistes aussi de dire les grappes. Voilà, c'est ça. La première question, je pense que tu y as déjà répondu aussi dans pas mal d'interviews. Ça a été quoi l'élément déclencheur? C'est quand que tu t'es dit go, il faut absolument que je monte les grappes? La petite histoire, c'est en quittant Fort Royal, j'ai déjeuné avec mon frère dans un restaurant qui s'appelait, un petit restaurant japonais sans prétention qui s'appelait le Paris Osaka. Et c'est pour ça que d'ailleurs la société juridique s'appelle Vinosaka. En hommage à ce restaurant. Et c'est donc une discussion avec mon frère, puisqu'on est tous les deux passionnés de vin grâce à notre père. Et effectivement, on s'est dit qu'il y avait clairement quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ce marché, ou quelque chose qui ne tournait pas rond, et on y a vu une opportunité.
Voilà, et donc on s'est lancé avec un peu de naïveté parce que je ne venais ni du vin ni du digital, mais néanmoins le constat était qu'il y avait quelque chose à faire sur ce marché-là, et je pense qu'il n'y a rien de plus excitant que de pouvoir joindre la passion au travail, et donc c'était un peu je pense ce qu'on a identifié avec le lancement de ce qui est devenu les Grappes, initialement Vinozaka. Voilà. Et il est encore là du coup ton frère ou pas du tout? Il a été très impliqué. Aujourd'hui il est en fait, à l'époque, c'est lui qui était patron de Soch chez Orange. Et aujourd'hui, il a un gros job chez Direct Energy. Donc, lui m'a beaucoup accompagné parce que j'étais seul fondateur au démarrage. Et donc, m'a permis de passer pas mal d'étapes de questionnement, d'interrogation. Donc, il a été plus un rôle de sparring partner que d'opérationnel. Voilà. D'accord, il n'a pas été salarié de la boîte ou quoi, du coup? Non. Effectivement. Et je pense que c'est pas forcément évident non plus enfin, ça dépend des familles, hein, mais je sais pas si vraiment on aurait pu fonctionner au quotidien en famille, c'est pas évident. En tout cas, là clairement il a eu un rôle hyper clé, hyper structurant. Mais c'était bien comme positionnement aussi comme ça, juste de conseils qui soient avec toi et qui te soutiennent et tout ça. Et en plus, c'est la famille, du coup, c'est assez puissant, mais en même temps, effectivement, que vous soyez pas à bosser tous les jours et un quotidien ensemble, c'est pas trop mal. Il faudra lui poser des questions, mais moi je pense que ça a été très efficace comme ça. Aujourd'hui, il est toujours un comité stratégique de la société, on échange toujours beaucoup, moins fréquemment qu'au moment du démarrage, mais aujourd'hui, il y a toujours un rôle clé d'accompagnement pour porter le développement de les Grappes. Ok, ça marche. Alors du coup, pour mieux comprendre aussi comment les Grappes s'est inséré dans la distribution de vin en France, qu'est-ce que c'était en fait la distribution du vin avant? C'est-à-dire, moi je suis vigneron, je vends mes bouteilles. Quelles sont mes options en fait que j'ai pour pouvoir vendre au meilleur prix ou plus facilement, quoi? Alors le marché du vin, il y en a plusieurs. Alors, effectivement, l'avantage des vignerons par rapport aux agriculteurs, c'est qu'ils ont aujourd'hui pas mal de pistes de distribution et qu'en fait ils ne nous ont pas attendus pour fonctionner en circuit court. C'était peut-être d'ailleurs les premiers à vraiment faire du circuit court, et il y a aujourd'hui 25% des gens qui font du circuit court qui sont des vignerons. Voilà. Donc aujourd'hui ils ont différents segments de distribution possibles, donc ils passent soit par des grossistes qui vont les revendre dans différents canaux de distribution, notamment la GD. Ils peuvent travailler également avec des agents, notamment sur la partie CHR, donc café, hôtel, restaurant. Donc c'est des agents qui vont les représenter pour aller les proposer auprès de restaurants. Évidemment la vente directe, que ce soit au caveau, une activité qui a été bien développée par les domaines, ou par la vente directe sur des bons de commande papier, puis envoi de bouteilles avec des minimums de commandes par 24. Là c'est compliqué quand même, enfin c'est un peu archaïque quoi, donc commande et tout, ça fait longtemps. C'est clairement archaïque. Nous on se bat pour accompagner les vignerons dans ce changement, mais c'était quand même des pistes qui existaient. Et la dernière grande piste de développement pour les vignerons, c'est l'export, parce que je pense qu'il y a la moitié des ventes aujourd'hui, la production française qui est faite à l'export, donc c'est clairement un marché important. Et d'ailleurs on voit aujourd'hui, c'est un sujet d'inquiétude également de la filière, parce qu'il y a quelques signes qui sont aujourd'hui un peu inquiétants pour les vignerons français, quoi. Pour le marché de l'export, pense à Trump, la Chine et tout ça, là ils sont en plein... Enfin, on fait Brexit, Trump et Chine, on a un combo qui est assez complexe à appréhender pour les vignerons. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, c'est peut-être aussi le moment de se tourner vers le digital. Comment c'est accueilli du coup par les vignerons, cet aspect digital? J'imagine qu'il y a certains types de vignerons qui vont adhérer tout de suite, d'autres moins. Quand ils adhèrent moins, c'est quoi un peu les obstacles que tu vois dans la digitalisation de leur distribution? Alors, à l'époque, clairement, ça a été compliqué de les convaincre. On a démarré... Au tout départ, quoi. On avait 20 vignerons. Une fois de plus, moi, je venais pas de là. Donc, il a fallu convaincre les vignerons un par un. Et on a surtout pris le temps de ne recruter, de ne faire venir qu'un nouveau vigneron par mois, parce qu'on voulait vraiment... que les vignerons soient contents et bien engagés de notre modèle qu'on a appelé communautaire. Voilà. Depuis, ça s'est pas mal développé, on en a 1000 et on a 40 demandes entrantes par mois, tandis qu'on n'a jamais fait de pub vis-à-vis de nos vignerons.
Aujourd'hui, un des freins qui peut les bloquer sur la partie digitale, c'est effectivement le fait qu'il y a des vignerons qui n'ont pas envie d'afficher leur prix parce qu'ils n'ont pas envie que les réseaux de distribution, ils n'ont pas envie de faire de concurrence à leurs différents réseaux de distribution. Quand du coup, parce que c'est le cas de beaucoup de vignerons, j'imagine, qui ont plusieurs canaux de distribution en même temps, qui vont à la fois faire un peu de vente directe, ils vont avoir un agent et exporter un petit peu. Et du coup, effectivement, c'est là où ils peuvent avoir des problématiques d'affichage de prix, quoi. Voilà, alors ça effectivement, c'est une partie des vignerons. C'est une objection qu'on peut avoir parfois. La deuxième tient après deux phénomènes, qui est on va dire l'organisation du domaine en tant que tel. Soit le vigneron vend tous ses vins, il n'a absolument pas besoin de nouveaux relais de distribution, pas besoin de se faire connaître. Donc ça, il y a évidemment des vignerons stars qui aujourd'hui n'ont pas de problème de distribution. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et après, l'autre phénomène, c'est effectivement des vignerons qui ont des toutes petites exploitations et qui ne sont pas structurés pour absorber ou appréhender le digital parce qu'ils ne savent pas gérer les commandes pour les faire partir directement du domaine, ils n'ont pas de personne pour s'en occuper. Voilà. Donc ça, c'est les objections qu'on peut avoir. Quand ils font un peu tout eux-mêmes et que du coup, il y a un moment donné où c'est pareil, tu as 24 heures dans ta journée et que faire un peu de dos. Un domaine en Bourgogne qui a 2-3 hectares, qui n'a pas de problème pour vendre ses vins, qui a eu 3 millésimes compliqués, 2015, 2016, 2017, et qui en plus est seul à travailler au domaine parce qu'il a seulement 3 hectares. Voilà, là on est un peu sur la config exceptionnelle, mais des vignerons qui effectivement n'ont pas besoin de se préoccuper du digital au sens large, parce que le digital c'est pas seulement la partie distribution. Ouais, j'imagine qu'il y a plein d'autres innovations qui tournent autour du vin et on en parlera un petit peu après aussi. Mais du coup, ces objections vous ont effectivement pas empêché de passer de 20 à 1000 en combien de temps du coup ? Là aujourd'hui ça fait 5 ans, mais ça fait 2 ans qu'on a à peu près 800 vignerons. Et que vous temporisez du coup cette partie-là ? Oui, aujourd'hui notre sujet c'est pas forcément de développer l'offre, de faire venir de nouveaux vignerons, il est plutôt de développer nos ventes pour que nos vignerons soient contents. C'est plutôt là-dessus aujourd'hui qu'on concentre nos efforts. Aujourd'hui il y a 30 000 vignerons en France récoltants. Et donc c'est sûr qu'il y a plein de vignerons qui ont envie de nous rejoindre. Je pense qu'on a la chance d'avoir bien travaillé notre positionnement au début. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu faire quelque chose de différent par rapport à tous les autres acteurs. On a voulu valoriser les vignerons, raconter les histoires qui se cachent derrière la bouteille, donc vraiment starifier les vignerons, essayer de créer un lien avec les clients, et ça, même les vignerons connus aujourd'hui ont envie de venir sur les grappes pour justement avoir un axe ou une méthode de distribution un peu différente, quoi. Ouais, avec cette page, du coup, quand on va sur les grappes effectivement et qu'on clique sur une bouteille, tu as la page, tu as les photos du vignoble et tu as tout un descriptif du vignoble, des types de vins, des modes de production, etc. Effectivement, quand tu vas au supermarché et que tu te retrouves devant ton rayon de vin, t'as pas tout ça, quoi. Clairement, le point d'entrée qu'on a démarré, il y avait déjà des places de marché qui existaient, mais des places de marché où on vendait le vin comme n'importe quel produit de grande consommation, c'est-à-dire qu'il y avait des milliers de références et l'expérience était complètement désincarnée. Et à défaut de pouvoir faire goûter le vin à nos clients, on a voulu amener un supplément d'âme. Et supplément d'âme, c'est de valoriser les gens qui font le produit. Et donc évidemment ce sont les vignerons, et ça il faut, selon nous, et c'était vraiment notre approche sur les grappes, les starifier et les valoriser, quoi. Et du coup ça c'est des retours aussi, j'imagine que vous avez aujourd'hui des clients. Moi je sais que ma première commande chez les grappes, ça a été pour ça aussi, parce que c'était le seul endroit où je pouvais être tranquille chez moi, pas me dire bon attends faut que je trouve une bouteille pour ce soir, et puis tu te retrouves dans le magasin, au bout de 5 minutes il faut quand même que tu achètes quelque chose. Tu prends un truc au final et tu t'en vas, et là tu peux prendre le temps de tout regarder, lire des choses. Tu as des catégories aussi qui sont hyper bien faites et qui se recoupent entre elles. Ça j'imagine aussi que ça a pu déjà rassurer certains consommateurs sur l'achat de vin, où c'est parfois un peu, on se dit toujours qu'on n'y connaît rien quand on est devant un stand de vin. Là j'imagine que ça a aussi fait beaucoup de pédagogie vis-à-vis du grand public. Bien sûr, alors même si on n'est pas encore au bout de ce qu'on veut faire, mais aujourd'hui c'est simple, il y a 98% des Français qui se considèrent comme étant non experts et donc qui ont besoin et envie d'être accompagnés dans leur achat de vin.
Donc c'est clair que le fait qu'il y ait des avis, le fait qu'il y ait des contenus, le fait qu'on puisse poser des questions aux vignerons sont des éléments de réassurance et d'aide au choix. Et l'aide au choix dans le vin, c'est capital, parce que une fois de plus, c'est un produit. C'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui il y a 30 000 vignerons qui vont produire en moyenne 5 nouvelles références chaque année. En moyenne, donc, il y a 150 000 nouvelles bouteilles chaque année. Donc je pense qu'il n'y a pas plus compliqué. Voilà. Donc c'est clair que l'aide au choix est un élément important pour pouvoir choisir son vin. Ok, ça marche. Il y a un autre type de distribution qui est aussi vachement axé là-dessus, qui est les cavistes. Et l'autre jour, je voulais organiser un débat, une conférence justement sur. Alors là, c'était sur le vin naturel, et j'ai proposé du coup au restaurant dans lequel on voulait organiser ça, une conférence avec son caviste à elle du restaurant et les grappes. Elle m'a dit, attends, faut que je demande quand même à mon caviste, je suis pas sûre qu'il soit très motivé pour qu'il y ait un acteur digital, etc. Donc je préfère voir avec lui, etc. Et je me suis dit, je pensais que moi, il n'y avait pas d'enjeu entre un acteur comme les grappes et les cavistes. Aujourd'hui, c'est quoi vos relations justement avec aussi les cavistes qui portent aussi ce côté circuit court de distribution et conseils, etc. Que le côté humain aussi de la distribution de vin. Alors, il faudrait leur poser la question. Moi, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de cavistes qui sont nos clients professionnels. Je pense qu'effectivement, ils voient qu'on bouscule un peu certaines lignes. Voilà. Mais après, je pense que une fois de plus, je ne parle pas des grandes chaînes type Nicolas ou Robert Bacchus. Oui, non, moi je te parle vraiment des indépendants. Les indépendants, je pense que on a la même envie, la même énergie pour valoriser les vignerons qui sont moins connus. Et donc, en tout cas, ceux qu'on rencontre aujourd'hui, on va dans la même direction. Après, effectivement, on a des retours de certains agents qui ont fait un métier assez traditionnel. Il faut reconnaître qu'on bouscule un peu certaines lignes et certaines choses qui sont établies dans le vin depuis très longtemps. Et c'est ce qui peut être un peu souvent perçu avec le digital, c'est que c'est des acteurs qui viennent un peu challenger les acteurs qui sont en place depuis bien longtemps. Donc si on le voit comme ça, ça me va. Et je pense que pour l'instant, on a des relations très cordiales avec ces acteurs-là. Et puis c'est bien, il faut un peu bousculer les choses aussi. Ça fait très longtemps effectivement que le milieu du vin est organisé comme tel. Et c'est toujours intéressant, ils s'en rendront compte certainement plus tard aussi. C'est pas le secteur qui bouge le plus vite en tout cas, c'est sûr. On en reparlera après, mais effectivement, je pense que c'est assez, ça bouge pas trop. Alors après, j'avais envie de te parler de la question des marges, parce que quand on est un acteur dans le milieu agricole et quand on est une marketplace, j'imagine que ça a été à un moment donné, en tout cas certainement au début des grappes, une vraie question. Quelle marge on prend, quelle marge prend chaque acteur de la chaîne, et est-ce que aujourd'hui, toi, tu dirais que dans votre construction des marges, c'est possible de trouver un idéal qui correspondent à la fois aux viticulteurs, à la fois à vous, qui vous permettent de vous développer comme vous en avez besoin, etc. Alors la chance qu'on a, c'est que dans la filière viticole, il y a déjà il y a des circuits de distribution qui sont assez normés. Donc nous, la marge qu'on prend aujourd'hui, on prend la même commission, enfin la même marge qu'un agent. C'est-à-dire qu'un agent aujourd'hui prend 15% de commission, sachant qu'on ne fait pas le même travail que l'agent. C'est-à-dire que nous, sur la partie vente aux professionnels, on prend le risque de commission, enfin d'encaissement, donc c'est nous qui facturons, et on assume le service logistique. Donc en fait, on a pu, en termes de commission, se positionner comme l'agent, en faisant un travail qui nous paraît aujourd'hui plus important que le travail de l'agent. Ok, donc du coup, aujourd'hui, effectivement, les viticulteurs, ils ont la même marge, et juste, ils n'ont pas, du coup, la partie logistique à gérer, et du coup, ils ont plus... ils ont aussi l'intérêt... Ils ont la même marge que l'agent. Notre métier, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça les intéresse de travailler avec nous, c'est qu'on les aide à développer deux métiers qui sont très importants pour eux. C'est la vente auprès des particuliers, qui est très importante pour eux en termes d'image, et la vente auprès des professionnels de la restauration, qui sont également très importants en termes de visibilité. Et ce qui est sûr, c'est qu'avec ces taux de commission, ils gagnent beaucoup mieux leur vie qu'en travaillant avec des acteurs grossistes classiques qui leur prennent généralement 30 à 40% de marge. Voilà, donc c'est clair qu'aujourd'hui, on
on estime que ce taux de commission est raisonnable, vu le métier aujourd'hui qu'on fait. Et ce qui explique aussi les 40 demandes par jour de vignerons. Par mois, pardon. Je m'emballe. Ok, hyper intéressant. Et du coup, on en a un petit peu parlé aussi sur la partie plus côté consommateur. Il y a vraiment un aspect très communauté aussi autour du vin dans les grappes. C'est pas juste la marketplace et on repart, on peut aussi interagir, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer en quoi aussi ça fait forcément votre valeur ajoutée aussi par rapport à une marketplace classique? Alors, le concept de place de marché communautaire qu'on a apporté il y a 5 ans, notre promesse c'était acheter au vigneron, choisissez avec la communauté. Et donc cette promesse qui nous paraissait en tout cas importante à l'époque reposait sur trois éléments. Un, le fait qu'on puisse choisir et donc de noter les vins et poser des questions aux vignerons. Donc ça, c'était un élément important dans... Ils peuvent poser des questions directement aux vignerons. Oui, tout à fait. Ok. Et les vignerons, ils sont OK avec ça? Ils sont complètement OK avec ça. Après, est-ce qu'ils répondent dans la minute? Non. Donc on a des sujets aujourd'hui d'engagement et de rapidité de réponse. Mais aujourd'hui, c'est clairement une fonction qui est utilisée. On a à peu près 40 000 avis ou actualités qui ont été déposés, et ça c'est un élément important. Le deuxième, c'est qu'on a donné un axe très important sur les communautés sur les réseaux sociaux. Okay. Aujourd'hui, les communautés, les grappes sur les réseaux sociaux, c'est plus de 100 000 personnes, ce qui fait que c'est la plus grosse communauté de vin d'un site e-commerce du vin. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, et ça pareil, ça nous paraissait vraiment clé d'être dans l'ère du temps et donc d'utiliser ces réseaux sociaux pour parler des grappes, mais pas parler des grappes, c'est parler de nos vignerons. Et le troisième élément, c'est qu'on s'est attaché à produire et à écrire beaucoup de contenu sur le vin et sur les vignerons, et en fait rapidement on a été sélectionné par le Parisien pour s'occuper de la rubrique vin du parisien.fr. Sympa. Et donc ça fait maintenant un peu moins de 4 ans qu'on porte cette rubrique et dans laquelle on essaye effectivement de donner des avis sur le vin, des conseils, mais toujours pédagogiques et sans prise de tête. J'ai vu qu'il y a des petits accords et tout ça. On veut faire rester fidèle à notre ADN qui est d'avoir une approche décomplexée autour du vin et évidemment de valoriser les vignerons, donc en faisant des portraits de vignerons. J'ai vu aussi que vous avez toute une chaîne sur YouTube où vous montriez des zones de vins différentes et vous expliquiez ce que c'était et comment ça fonctionnait, etc. Alors notamment dans le cadre de notre développement sur le no-tourisme, on a effectivement créé pas mal de vidéos pour valoriser des régions avec une journaliste qui s'appelle Laetitia Allemand. Et effectivement qui, avec cette émission Instant Vignoble, va montrer des terroirs, des territoires. Le no-tourisme, c'est une autre manière de valoriser les vignerons, c'est une autre manière de les rapprocher de leurs consommateurs. Et donc cette partie un peu vidéo quali était un élément important aussi pour faire vivre cette communauté de gens qui s'intéressent au vin et aux vignerons. Et justement, c'était ma question d'après. J'ai vu du coup qu'en 5 ans, les grappes s'étaient beaucoup diversifiées. Vous avez vraiment une stratégie aussi de rachat d'autres entreprises, etc. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, je le vois pas du tout chez Mimosa. On n'a pas trop cette stratégie-là. Il y a eu la création des grappes pro. D'abord, je pense que c'était la première pierre. Et puis le partenariat avec le Parisien, on vient d'en parler. Et là, le rachat d'une boîte du coup sur le no-tourisme que vous avez du coup complètement intégré dans les grappes. Du coup, c'était quoi un peu la ligne directrice de tout ce développement pendant 5 ans voilà. La ligne directrice, après je referai quand même un crochet sur la partie des grappes pro, c'est peut-être de se rendre compte que quand on a démarré il y a 5 ans, on a dit nos premiers clients, et donc nos clients ce sont les particuliers. 2 ans plus tard, on s'est dit tiens, il y a un truc à faire avec les professionnels, j'en parlerai ensuite. Maintenant on se rend compte qu'en fait nos premiers clients ce sont les vignerons et donc on a remonté un peu la chaîne de valeur pour remonter jusqu'aux vignerons en disant que notre premier client c'est le vigneron et que le vigneron on l'accompagne dans sa distribution
auprès des particuliers, auprès des professionnels, en France et à l'étranger. Et c'est un peu ça, si on parle de stratégie et de vision, le changement qu'on a opéré. Honnêtement, on ne l'avait pas du tout imaginé comme ça, mais c'est ce sur quoi aujourd'hui... Beaucoup de choses qui arrivent que tu n'avais pas prévu. On s'oriente. Et sur le démarrage des grappes pro, ça c'est intéressant. Ça c'est plus pragmatique. Et pour l'anecdote, donc ça a été porté par Baptiste, mon associé. On a commencé à avoir des demandes entrantes quand on était à l'époque dans une pépinière de start-up dans le 11e. Et Baptiste est allé avec sa sacoche Cornetto avec 3 bouteilles sous le bras pour les faire déguster du vin. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le marché de la vente de vin aux professionnels est un marché hyper intéressant, compliqué avec beaucoup de barrières à lever, mais sur lequel il y avait notre modèle de place de marché avait vraiment beaucoup de valeur pour aller adresser ces acteurs-là. Et c'est qui ces pros justement? Quand tu parles de pros, il y a plein de possibilités derrière. Alors, ce qu'on appelle pro chez nous, c'est les cafés, hôtels, restaurants, qui regroupent évidemment énormément d'acteurs. Et aujourd'hui, en fait, sur les clients professionnels, nous, on est capable de aussi bien bosser avec une brasserie de quartier sans prétention que des hôtels 2, 3 et des palaces, que des groupes de restauration. Et en fait, la force qu'on a, c'est qu'on a une offre qui est extrêmement large, avec un modèle logistique qui est extrêmement souple et agile, et donc on est capable de répondre à pratiquement tout type de demande des clients professionnels. Voilà, donc effectivement de la phase de test avec la glacière Cornetto au déploiement de la plateforme, il s'est passé quelques mois, mais effectivement on a développé après avec l'équipe technique une plateforme adaptée aux professionnels qu'on a appelée les Grappes Pro, qu'on a lancé il y a maintenant 3 ans et sur lequel on a fait pas mal d'évolutions depuis pour répondre à toutes les spécificités des clients professionnels. Et comment du coup ça s'organise aujourd'hui entre le particulier et le pro, alors à la fois en termes peut-être de chiffre d'affaires, tu vois combien ça pèse les deux dans la boîte et en interne aussi, est-ce qu'il y a des salariés du coup qui sont dédiés aux pros ou dédiés aux particuliers ou c'est pas du tout comme ça que vous organisez? Aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, c'est à peu près moitié-moitié. Ok. Mais avec un développement qui progresse sur la partie professionnelle. Et côté structuration des équipes, mais clairement, on a une équipe marketing qui anime et les clients particuliers et les clients professionnels. Et en revanche, sur la partie professionnelle, on a une équipe commerciale qu'on n'a pas sur la partie particulière, qui est une équipe commerciale dédiée. Voilà. Et qui est aujourd'hui gérée par Baptiste et sur laquelle il y a une dizaine de collaborateurs. Et pour continuer sur la partie pro, j'ai vu sur LinkedIn que vous aviez, là vous veniez de lancer alors du coup tu vas me dire ce que c'est, Topping, avec des gros acteurs du coup de la restauration, il y a Uber Eats avec vous, etc. Du coup je me demandais ce que c'était. Alors c'est un projet ambitieux, encore un, mais pour encore plus se faire connaître auprès des restaurateurs, c'est de s'associer avec d'autres acteurs qui vendent des produits et des services digitaux à destination des restaurateurs, et donc c'est de proposer des services plus complets. Là aujourd'hui on est 5 acteurs et avec l'objectif de faire venir d'autres plateformes et d'autres acteurs de services digitaux pour les restaurateurs. Ok, ça marche. Je vois que le temps file. Du coup, la dernière partie, c'était aussi plus ouvrir vraiment sur le milieu de la viticulture et puis d'avoir ta vision aussi du secteur viticole. Pour toi, aujourd'hui, alors c'est une question un peu large, je m'en excuse, est-ce qu'un peu les mouvements de fond que toi tu vois là dans le milieu de la viticulture, ça va être quoi les gros changements, tu penses, dans 10-20 ans, qu'est-ce qu'on aura vu changer ? Alors, 2, 3, tu vois. Ouais, non, mais clairement, la filière viticole, moi ça fait donc 5-6 ans que je suis dedans, c'est pas la filière qui bouge le plus rapidement. Mais en revanche, on va dire à échéance 10-20 ans, je suis persuadé qu'il y a certains changements qui sont inéluctables et ça passe par l'innovation, la digitalisation de la filière, donc qui regroupe pas mal de choses. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des innovations dans l'amont de la filière, sur la partie production. C'est sûr qu'il va se passer des choses. Tu peux nous citer 2-3 choses que tu as vues qui sont intéressantes là sur la partie prod? Une boîte s'appelle Chouette Vision qui fait des drones qui permettent de faire un état phytosanitaire des
des vignes. Une boîte comme UV Boosting qui permet pareil de faire du traitement et de réduire les traitements en herbicides, fongicides et pesticides. Voilà, donc ça c'est typiquement le genre d'innovation en amont de la filière, je pense qu'ils sont intéressants, et tant mieux parce que ça va clairement dans le bon sens. Et en aval, la digitalisation des domaines viticoles, que ce soit par une informatisation des domaines, donc le fait qu'ils soient capables d'avoir presque en temps permanent une gestion de leur stock, de leur comptabilité, que ce soit plus simple d'expédier du vin à l'international. Voilà. Donc, tout sur ça. La vinification aussi, je pense qu'il doit y avoir pas mal des capteurs, tu peux mettre dans les cuves, les capteurs météo, Winat notamment. Enfin, il y a plein d'acteurs qui aujourd'hui sur l'ensemble de la chaîne accompagnent on va dire un mouvement de transformation. Et en aval, je pense vraiment que les vignerons dans 10-20 ans, ce sera un lointain souvenir, c'est-à-dire qu'en 2010 ou 2015, la plupart des vignerons, il fallait les appeler pour commander du vin et commander par minimum de 24. Ça nous paraîtra, et ça j'en suis certain, complètement ahurissant. C'est clair. Et du coup, donc, effectivement, tu as publié une tribune la semaine dernière sur justement ce sujet-là de l'innovation dans le milieu viticole. Pour toi aujourd'hui, quels sont les freins à l'innovation? Est-ce que tu penses que l'innovation aujourd'hui elle peut être accessible à tous les vignerons ou il y en a qui vont être laissés de côté, comme c'est souvent le cas en fait quand il y a des innovations? Alors, moi, pourquoi d'abord cette tribune dont le titre était « Sans innovation, le vin français est en danger ». On a écrit cette tribune parce qu'aujourd'hui on en a un peu marre effectivement de voir que trop peu de personnes s'intéressent au sujet de l'innovation dans le vin. Et si tu tapes innovation vin ou digitalisation vin, digital vin, tu verras qu'il n'y a aucun résultat en première page d'articles de presse qui ont été écrits sur ces sujets-là. Okay. Donc c'est un sujet aujourd'hui qui est trop peu porté. C'est aussi pour ça qu'on a créé avec d'autres acteurs la WineTech, qui regroupe aujourd'hui 35 entreprises de la filière qui ont envie de pouvoir porter ce message de l'innovation et de montrer que il y a des choses qui se passent et on a envie d'être accompagné par les acteurs de la filière. Alors après, pourquoi ça bouge pas très vite? Ça bouge pas très vite parce qu'il y a aujourd'hui c'est un milieu qui est effectivement assez conservateur. Il y a certaines maisons, des grosses maisons de négoce à Bordeaux ou de Champagne qui pour moi sont sur des situations de rente. C'est-à-dire qu'ils vivent très bien de leur situation, ils n'ont pas besoin à date, je dis bien à date, de réinventer leur modèle. Voilà. Et après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons. Le métier de vigneron est un métier qui est extrêmement dur. C'est un métier hyper riche. Il y a toute la partie production, commercialisation. C'est un métier... Et la partie transformation que le reste de l'agriculture n'a pas forcément. Souvent on dit pourquoi aussi sur les vins il y a une intention spécifique des vignerons sur la qualité, etc. C'est aussi parce que c'est aujourd'hui les seuls agriculteurs, sauf ceux qui font de la transformation, mais ça reste encore à la marge, qui produisent, transforment, goûtent et vendent. Et c'est vrai que ça fait un sacré métier. Quoi. Et c'est extrêmement dur d'être bon sur l'ensemble de ces éléments-là. Et c'est clair que le sujet des moyens dont disposent les vignerons est un sujet clé pour accompagner la digitalisation. Donc il y a certains acteurs, et c'est pas notre philosophie, qui poussent vers le lancement de grosses coopératives pour avoir des gros moyens. Nous, notre philosophie, c'est vraiment les 30 000 vignerons récoltants qui font leur vin, avec leurs raisins. Et ça, c'est vraiment notre ADN. Et c'est sûr que c'est pas évident pour des petits vignerons qui enchaînent les aléas climatiques de pouvoir absorber de temps en temps ces surcoûts. Et le fond de la tribune, c'est de dire que il y a aujourd'hui des menaces qui pèsent sur la filière viticole, des menaces à l'export. Pour simplifier, le contexte du Brexit, les menaces de Trump sur l'augmentation des taxes douanières sur la filière viticole et le contexte en Chine avec le coronavirus. Donc il y a des menaces externes, des menaces internes avec un ralentissement de la consommation de vin et les aléas météo. Et vraiment, pour nous, ce qu'on porte comme message au sein de la filière et de la WineTech, c'est que l'innovation est vecteur de
de gain de productivité, vecteur d'une meilleure absorption de gestion des risques et vecteur de développement commercial potentiel. Et donc ces 3 raisons, qu'on peut détailler si tu le souhaites, qui permettent de dire que l'innovation est clé pour la filière et qu'il faut s'appuyer là-dessus et encore plus accompagner tous les acteurs dont on fait partie pour accélérer le développement. Et aujourd'hui, toi, tu te dirais que c'est une question aussi de... c'est un coût, forcément, l'innovation, et c'est une question de moyens. Est-ce que toi, tu le vois? Parce que moi, très souvent, je travaille dans le financement, et quand je vais voir des acteurs de la viticulture, tout le monde me dit « Ah non, mais c'est bon, de toute façon, les viticulteurs, eux, c'est les seuls, ça va, ils n'ont pas besoin de sous. » Est-ce que c'est une réalité que toi tu vois? Parce que moi à chaque fois quand ils me disent ça, je pense quand même qu'il doit y avoir deux, trois besoins. Comme dans chaque entreprise en fait, il n'y a pas de secteur à part sur ces sujets-là. Je pense que c'est dangereux de dire ça et de penser ça. C'est sûr que certains vignerons sont moins touchés que les producteurs. Oui, non, mais c'est sûr, on met à part Veuve Clicquot par exemple. Voilà. Non, mais même en fait, mais l'image qu'on tient souvent des vignerons, c'est qu'effectivement, il y a un peu une surenchère aujourd'hui. Donc, il y a des gens effectivement très fortunés qui rachètent des domaines. On parle beaucoup des rachats de Bordeaux, Bourgogne qui sont complètement délirants. Donc, oui, c'est des grandes fortunes. Mais la plupart des vignerons galèrent pour finir leur année, ont des achats de matériel qui sont extrêmement lourds, des aléas climatiques. C'est un métier qui est extrêmement compliqué, quoi. C'est sûr. Écoute, on va un peu finir sur ces sujets-là d'innovation, mais c'était hyper intéressant et important du coup qu'on en parle, parce qu'apparemment on n'en parle pas assez. Et pour terminer, peut-être, je me suis dit que vu qu'on rencontrait quand même Loïc des Grappes, fallait que tu nous fasses une petite recommandation de vin là comme ça, un vigneron là que tu as en tête et que tu as aimé, que vous avez rentré sur les Grappes. Alors, dans les vins qu'on aime bien, il y en a plusieurs, c'est toujours compliqué. C'est clair, c'est la question de ces gens. Autant de vignerons, mais en tout cas, on a plein de belles histoires avec des domaines comme Colombo, comme Ejia, Ouréa. Voilà, moi, c'est aussi des gens affilantes. Des rencontres aussi, quoi. Et voilà, et moi, j'ai hélas plus trop la chance d'aller voir les vignerons comme je pouvais le faire au début, mais clairement je pense que la meilleure récompense quand on porte un projet comme les Grappes, c'est lorsqu'il y a les vignerons qui nous félicitent et qui sont vraiment heureux des développements commerciaux qu'on leur apporte, et qui dit développement commercial dit le fait de pouvoir installer des bouteilles et donc accompagner financièrement le développement des domaines. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Voilà. C'est une fierté, ouais. Merci beaucoup Loïc, et puis je te laisserai écouter ça du coup bientôt. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci pour avoir écouté ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de La Ferme Digitale. Merci également à Loïc d'avoir partagé ce moment avec moi et à Paul pour la partie technique. Pour acheter votre vin en direct des producteurs, il vous suffit de vous rendre sur lesgrappes.com, et pour découvrir les autres membres de La Ferme Digitale, rien de plus simple, lafermedigitale.fr. Pour être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre La Ferme Digitale sur ses différents réseaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast sur iTunes et sur les autres plateformes. Parlez-en autour de vous, ces premiers épisodes sont des tests, et si nous atteignons une certaine audience, on continuera à vous partager d'autres belles histoires. Pour le prochain épisode, nous recevrons Clément, cofondateur d'Agriconomie. À très bientôt!